La France au bord de l'asphyxie pétrolière et financière. Tout le monde se souvient, il y a 3-4 mois, de l'acharnement avec lequel les médias mainstream de la France-Afrique, que ce soit en France ou bien ici en Afrique, se sont agglutinés, se sont accroupis, se sont attroupés contre le Mali, qui était victime d'une tentative d'asphyxie pétrolière, instrumentalisée par les parrains du terrorisme en Afrique, à savoir les puissances de l'OTAN, à travers leurs organisations de mercenaires, Al-Qaïda et l'État islamique. Ces organisations de mercenaires étaient chargées de s'attaquer au convoi de carburant de la République du Mali, d'empêcher les Maliennes et les Maliens d'avoir accès tout naturellement à leur pétrole, à leur gazole, à des prix raisonnables. L'objectif de cette opération est connu. En actionnant les groupes armés terroristes qui, aux côtés de l'OTAN, ont détruit la Libye en 2011, en les actionnant pour s'attaquer à l'approvisionnement en carburant du Mali, on voulait provoquer une colère populaire qui puisse se retourner contre le gouvernement malien afin que celui-ci soit renversé et que soient de retour au palais de Kourouba les serviteurs du néocolonialisme français qui sont actuellement en débandade. Il s'agissait d'une stratégie de coup d'État pétrolier. C'était un coup d'État énergétique qui a été savamment pensé dans les plus hautes sphères du néocolonialisme français et qui a été mise en œuvre par les agents du néocolonialisme français, que sont les groupes armés terroristes qui bénéficient d'une médiatisation extraordinaire dans la presse d'État française et d'une très grande mansuétude, d'une très grande bienveillance diplomatique des néocolonialistes français. Oui, pas un jour ne passait sans que la presse parisienne et ses vassales africaines ne fassent des grands titres. Bamako asphyxié, Bamako ne respire plus, Bamako sans ceci, Bamako sans cela. Bref, pas un jour ne passait. Les autorités maliennes, l'armée malienne, le peuple malien ont fait preuve d'une lucidité, d'une sagesse et d'une résilience extraordinaires, qui sont des qualités qui constituent la force du peuple malien dans la galaxie des peuples africains. Toutes ces tentatives ont été vouées à l'échec, parce que le petit peuple, le moyen peuple et même l'élite de cette société a bien compris que c'était une tentative de coup d'État, une énième tentative de coup d'État du néocolonialisme français, à travers ses alliés de circonstance, les pays néocolonisés de la CEDEAO, et en particulier ses alliés véritables depuis le saccage de la Libye, les groupes armés terroristes. Mais, ce que tu fais te fait, dit la Maxime. Voici que les nouvelles qui nous viennent de France sont extrêmement alarmantes. Le peuple français est à l'agonie financière et à l'agonie pétrolière. La France traîne actuellement un déficit budgétaire avec une dette de plus de 3 000 milliards d'euros dont elle ne sait comment elle pourra l'affronter. La France se retrouve aujourd'hui pratiquement sans un budget démocratiquement voté, sans un gouvernement représentatif de la majorité populaire. La France est gouvernée par les ordonnances du 49-3, un style typique des édits du roi, qui a survécu dans la constitution de la 5e République française, qui n'est pas du tout une constitution démocratique, mais une constitution au service de l'État exécutif d'exception. En réalité, c'est une constitution de monarchie présidentielle. La France va mal. Ce que les médias france-africains voulaient absolument prédire pour le Mali et pour l'Alliance des États du Sahel est en train de s'accomplir à Paris. Dans toutes les villes de France, les classes populaires et les classes moyennes peinent à faire leur plein de carburant. On est passé de 1,50 € le litre de gazole à plus de 2,50 € dans plusieurs stations et régions du pays, le litre de gazole. Quand on sait que la France est frappée par un phénomène de stagnation des salaires depuis plusieurs décennies et que, entre-temps, les prix des produits de première nécessité, notamment depuis l'avènement de l'euro, n'ont cessé de grimper, on peut donc d'ores et déjà imaginer l'état de détresse financière dans lequel se trouvent de nombreux foyers de Françaises et de Français. La France a mal. Elle a notamment mal à l'énergie, car elle ne peut plus s'approvisionner à prix abordable en pétrole et en gaz. Mais certains d'entre vous pourraient être distraits et croire que cela est arrivé à la France comme une fatalité ou comme une pluie qui tombe au désert. Oh que non! Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'asphyxie pétrolière et financière
dans laquelle se retrouve aujourd'hui la France est le résultat de l'incompétence et de l'inconséquence du chef de la junte néocolonialiste française, Emmanuel Macron. Pour cela, il n'est pas difficile. Comment Macron a-t-il conduit la France au bord de l'asphyxie pétrolière? Il a conduit la France au bord de l'asphyxie pétrolière par 3 décisions qui lui ont été fatales tout au long de ses 2 mandats, dont le dernier s'achève en mai 2027. Voici les 3 décisions fatales qui expliquent la situation de la France. D'abord, Emmanuel Macron, qui est un homme relativement jeune, n'a pas pris à bras le corps la responsabilité de décoloniser la République française, c'est-à-dire d'être le président de la fin de la France-Afrique. Jeune par l'âge, il a voulu poursuivre la vieille politique qui a été à la source de la traite négrière, à la source de la barbarie coloniale, à la source de la barbarie néocoloniale et des près de 100 coups d'État français en Afrique entre les 20e et 21e siècles. Emmanuel Macron a voulu continuer avec cela, adouber les tyrans, féliciter les violeurs de constitution, féliciter les héritiers monarchiques de républiques pourtant supposément laïques. Macron, dans un corps de jeune homme, a eu le comportement en réalité d'un foucard ressuscité. Il a poursuivi inexorablement cette vieille politique avec des méthodes et des manières tellement grossières qu'il a réussi à exaspérer la totalité des dirigeants africains, y compris les valets et les vassaux de la France. Il a réussi cette chose incroyable de se mettre à dos tous les dirigeants africains. Souvenez-vous par exemple, en 2021, de la convocation condescendante qu'il a adressée à 5 chefs d'État ouest-africains, de se rendre à Pau, en France, pour lui rendre compte des raisons pour lesquelles ce qu'il a appelé abusivement le sentiment anti-français des Africains n'arrêtait point de croître, et pourquoi ces chefs d'État africains, eh bien, à la solde de la France, ne prenaient pas des dispositions pour empêcher que les Africains critiquent la politique africaine de la France. Oui, c'est pour cela qu'il les a convoqués, urbi et orbi, à Pau, Macron, réussissant ainsi à vexer même ceux-là même qui, devant le pouvoir politique en Afrique à la France, se croyaient protégés par la France et qui ainsi ont été exposés. Ils ont été livrés à la risée du monde entier et progressivement ont commencé eux aussi à cuiner contre leur maître. C'est Macron qui a éloigné le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno par ses manières grossières. C'est Macron qui a refroidi, douché plusieurs fois l'enthousiasme du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Macron qui a réussi à faire sortir de leurs réserves les dirigeants sénégalais pourtant habitués du style de l'aventure ambiguë. Macron a réussi à vexer toutes les capitales africaines en 2 mandats. La conséquence en est donc que, au total, il a appauvri la France en source d'approvisionnement en matières premières stratégiques. Macron a provoqué l'assèchement de la vache à lait de matières premières qui étaient en Afrique à plusieurs endroits, à commencer par le Sahel. Et partout à travers le continent africain, les peuples font pression sur les palais pour que les palais mettent fin aux accords léonins, aux accords iniques, aux accords coloniaux, et que les peuples exigent de tous les partenaires étrangers qu'ils payent à juste prix les richesses qu'ils emportent. C'est la faute à Macron si cette boîte de Pandore a été ouverte partout. Au point qu'il n'y a pratiquement pas un pays africain où les dirigeants ne se soient autorisés de taper sur Macron. C'est le président de la 5e République le plus giflé d'Afrique. C'est le chef d'État le plus giflé d'Afrique dans toute l'histoire de la 5e République française qui a commencé en 1958. Conséquence, la France se retrouve sans approvisionnement régulier en uranium. La France se retrouve ayant perdu certaines zones où elle commençait à s'approvisionner en pétrole et en gaz. La France se retrouve coupée de plusieurs projets qui auraient pu lui permettre, à moyen ou à long terme, de s'assurer à travers l'Afrique une certaine autonomie énergétique continue. Ça, c'est Macron. Mais, M. Macron, alias M. Lagaffe, le chef de la junte néocolonialiste française, ne s'est pas arrêté à cela. Il a aggravé le cas de la France en ouvrant un autre front. La guerre déclenchée par les sionistes qui tiennent les États-Unis d'Amérique à travers leur deep state. La guerre déclenchée contre la Russie à travers le proxy de l'OTAN, le proxy des sionistes qui tiennent le deep state américain, qui est Vladimir Zelensky en Ukraine. Cette guerre-là, Macron y a engouffré la France. Ne voyant pas que les États-Unis d'Amérique entraînaient leurs alliés européens traditionnels dans cette guerre dans le but d'empêcher
que l'Europe continue de s'approvisionner en hydrocarbures, c'est-à-dire en gaz et en pétrole auprès de la Russie. Or, de notoriété, le gaz et le pétrole russe étaient les moins chers qui puissent être vendus sur le marché européen. Ils étaient les plus rapidement accessibles. Ils étaient les plus aisément utilisables. Macron a soutenu la coalition otanienne dirigée par les États-Unis qui a saboté les pipelines, les gazoducs du Nord Stream. Autrement dit, Macron, chef de l'État français, au cœur de l'Union européenne, a participé, sous injonction américaine, à couper, à scier la branche de l'arbre sur laquelle était assise la France, l'Allemagne, toute l'Europe de l'Ouest, à savoir le gaz et le pétrole moins chers vendus par la Russie. Dès lors que Macron, qui a fait fermer plusieurs vannes en Afrique à cause de sa grossièreté, à cause de ses maladresses, à cause de son impolitesse, de sa condescendance, de son cynisme, à cause de son immaturité psychique. Dès lors que Macron s'est engouffré dans le conflit russo-ukrainien, en marchant moutonnièrement derrière les Américains, la France s'est retrouvée sevrée d'une bonne partie de ses approvisionnements énergétiques. La France s'est même retrouvée en train d'acheter le gaz et le pétrole russe par pays interposés, par, entreprises interposées, c'est-à-dire à un prix plus cher que si elle les achetait directement. Voilà comment Macron, dont le ministre de l'économie et des finances, un certain Bruno Le Maire, dont on se demande sur quelle base de compétences il a été parachuté à l'économie et aux finances de la France, ils avaient promis qu'ils allaient faire s'effondrer l'économie russe en 2022. C'est l'économie française qui s'est effondrée en 2026. Ils ont obtenu exactement le boomerang de ce qu'ils voulaient pour la Russie. Les pays d'Europe de l'Ouest, en se privant du gaz et du pétrole russe, ont provoqué mécaniquement une inflation du prix du pétrole sur le territoire européen. Et mieux, ils se sont retrouvés obligés d'acheter le pétrole auprès des États-Unis, d'acheter le gaz de schiste américain. Ils ont renfloué les caisses de Washington en pensant punir Moscou, qui, entre-temps, a décidé de diversifier son partenariat énergétique, géostratégique et géopolitique mondial. Moscou qui s'est mis à vendre non plus en dollars, mais en monnaie nationale, c'est-à-dire en rouble, en yuan, en roupie, en monnaie nationale, vendre à l'Inde, vendre à la Chine, vendre aux pays africains sans passer par le dollar. Voilà le deuxième front que l'incompétent, l'imprudent et l'antipatriote, parce qu'il est même un antipatriote, Macron, ce n'est pas un patriote français, c'est un serviteur du lobby atlantiste. Voilà le deuxième front qu'il a ouvert et qui a mis la situation énergétique de la France au rouge. Mais il ne s'est pas arrêté là, jamais 203. Dans sa diagonale du fou, il a ouvert un troisième front. Et là-bas, personne ne l'a invité. C'est-à-dire que le chef de l'alliance otanienne, le chef de l'État américain Donald Trump, mené par le bout du nez par le lobby sioniste américain du Deep State, le lobby epsteinien, s'est retrouvé dans l'obligation, une fois de plus, d'aller faire la guerre contre l'Iran, après avoir toléré le génocide palestinien. Donald Trump a pris l'armada américaine, avec tous ses fleurons les plus puissants. Et il a foncé au Moyen-Orient, il a même foncé dans le Golfe Persique, dans l'espoir de défoncer les gardiens de la révolution de l'Iran. On a entendu Donald Trump demander à certains de ses alliés de se mettre avec lui. Mais je n'ai pas entendu un seul appel de Donald Trump à Emmanuel Macron, président de la République française. Je n'ai pas entendu une seule demande explicite de Donald Trump à la France dans la campagne militaire israélo-américaine contre l'Iran. Voilà que quelqu'un qu'on n'a pas invité s'invite aussi dans l'affaire. Emmanuel Macron, président français, ordonne au rare porte-avions dont la France puisse encore disposer sur les mers, de faire route vers la mer Méditerranée et d'approcher le détroit d'Ormuz afin d'obtenir le déblocage de ce détroit qui est pourtant une voie privée nationale entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Donc voilà Macron qui va encore chercher un problème sur le dos de la France. Or, le détroit d'Ormuz est la zone de passage de 20, 30 à 40% selon certaines évaluations du pétrole mondial. Et l'Iran possède, il l'a démontré, non pas seulement pendant la guerre de 12 jours, mais l'Iran l'a démontré également, dans la guerre qui a cours actuellement entre lui, Israël, les États-Unis et leurs alliés dans la sous-région, l'Iran a démontré sa capacité à empêcher qui que ce soit de sortir ou d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron décide de faire participer Urbi et Orbi la France à ce conflit, tout en prétendant d'un autre côté, selon sa bipolarité diplomatique habituelle, que ce n'est pas le cas. La France n'est pas partie du conflit. D'un côté, il met les bases militaires françaises au service de la guerre américaine, une guerre impérialiste, une guerre arbitraire, une guerre sauvage et barbare contre l'Iran.
Et de l'autre côté, il prétend que la France n'est pas partie au conflit. Et puis d'un autre côté, le même monsieur prend un porte-avions français, un porte-avions de guerre, militaire, et il lui demande de s'acheminer vers la zone de conflit. Voilà une troisième décision qui, loin de décrisper la situation au Moyen-Orient, a plutôt pour effet de la crisper davantage, c'est-à-dire d'empêcher l'écoulement fluide de la production pétrolière mondiale qui dépend encore énormément des pays du Moyen-Orient. Ces pays du Moyen-Orient qui ont donné pour la plupart des bases militaires aux États-Unis, à partir desquelles les États-Unis attaquent aveuglément l'Iran, se sont retrouvés dans le viseur de l'Iran en tant que co-belligérants. Et l'Iran, eh bien, a démontré à cette quatorzaine de pays, eh bien, arabes, traîtres à la cause arabe, traîtres à la cause anti-impérialiste, traîtres à la cause anticolonialiste, qu'il va se faire respecter non seulement par Israël et les États-Unis, mais qu'il va également se faire respecter par eux tous, à commencer par l'Arabie Saoudite et tous les autres États, les monarchies pétrolières satellites des États-Unis de la sous-région. Donc, la position d'Emmanuel Macron dans cette zone vient aggraver la situation. En venant avec un navire de guerre et en faisant semblant, et je crois qu'il n'est pas assez fou, pour frôler le détroit d'Ormuz qui a pourtant été fui par le grand porte-avions américain, le Lincoln. Là où le Lincoln fuit, ce n'est pas un porte-avions français qui peut approcher. Mais le simple fait que M. Macron annonce que la France eh bien, va acheminer dans cette zone, déjà éminemment conflictuelle, un navire de guerre, est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Alors, voici quelqu'un qui n'a pas d'approvisionnement suffisant en uranium, qui n'a pas d'approvisionnement suffisant en gaz, qui n'a pas d'approvisionnement suffisant en pétrole, qui a déjà une inflation des prix du gaz et du pétrole, avec les classes moyennes et les classes populaires qui sont en souffrance totale, et il s'en va encore plus compliqué. L'acheminement du pétrole à partir eh bien, du Golfe Persique, à partir du Moyen-Orient. C'est une incompétence extraordinaire. Mais on peut se poser la question, est-ce que M. Macron ne savait pas que son comportement envers l'Afrique aurait cette conséquence? Je crois qu'il le savait. Est-ce que M. Macron ne savait pas que son engagement contre la Fédération de Russie aurait cette conséquence? Je crois quand même que Macron avait suffisamment d'éléments rationnels pour savoir qu'on ne peut pas faire plier la Fédération de Russie avec les sanctions occidentales. Mais, à la limite, peut-être que Macron pensait que, une fois de plus, le néocolonialisme français parviendrait à plier les Africains à ses quatre volontés. Et il l'espérait. C'est pour cela qu'il a continué dans sa diagonale néocolonialiste. Peut-être que Macron, en effet, se disait, la Fédération de Russie peut s'effondrer. Quand on voit l'effervescence, la joie avec laquelle ils ont accueilli la tentative de coup d'État qui avait été esquissée par les hommes d'Evgeny Prigojine, on se dit, l'Occident en général, l'Occident politique en particulier, Macron, ont cru vraiment, ils ont vraiment cru que la Fédération de Russie pouvait s'effondrer, que Poutine pouvait tomber. Donc ils ont misé sur Zelensky, se disant que Zelensky était soutenu par le géant américain et que le géant américain était invincible. On peut dire que là, ils se sont gourés. Mais dans le troisième cas, l'attitude de Macron, qui vient se mêler en belligérant, en co-belligérant du conflit irano-israélo-américain, est une attitude qui, cette fois-là, à mon avis, ne part pas du principe qu'il ne sait pas les conséquences. Il connaît les conséquences. Voilà pourquoi je fais même l'hypothèse que cette politique-là est en fait obnubilée par une certaine corruption. En effet, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on empêche la France d'accéder à ses voies d'approvisionnement normales en gaz et en pétrole, on oblige la France à acheter le gaz et le pétrole dans l'économie informelle, c'est-à-dire, par conséquent, de payer des pots de vin. De payer des pots de vin pour accéder à ces matières premières énergétiques. Donc, en fait, le fait de boucher les canaux officiels d'approvisionnement énergétique de la France favorise la haute corruption d'État. Car à partir de là, le business du pétrole, le business du gaz échappe aux canaux habituels. Il échappe au contrôle habituel. Donc cette politique buissonnière qui a sorti la France de l'approvisionnement privilégié de gaz et pétrole russe, sorti la France de l'approvisionnement qu'elle avait en Afrique, sorti la France de l'approvisionnement privilégié au Moyen-Orient par des moyens pacifiques, a pour but de privilégier la mafia. La mafia du gaz, la mafia du pétrole. Car en fait, quand les Français crèvent, quand les Français crèchent, quand les Français cravachent dur, quand les Français souffrent en regardant les prix grimper à la pompe, n'oubliez pas qu'entre-temps, les capitalistes empochent des profits énormes. N'oubliez pas qu'entre-temps, les multinationales, elles continuent à faire des marges énormes. N'oubliez pas que sous prétexte de la crise financière internationale, les spéculateurs dans le domaine énergétique sont en train de s'en remplir plein les poches. C'est-à-dire que désormais, on manipule l'information politique, l'information géopolitique comme une variable d'ajustement des prix. On peut vous dire du jour au lendemain, eh bien, à Brest en France, ou à Rouen en France, ou à Nantes en France, le gazole est à 2,50 €. Et quand vous posez la question de savoir pourquoi le gazole est à 2,50 €, on dit à cause de la crise au Moyen-Orient.
Mais la crise au Moyen-Orient, le temps qu'elle atteigne, eh bien, l'usager rouennais, l'usager, eh bien, brestois ou l'usager lillois, ce temps est plus long que le temps qu'ils augmentent le prix. Non seulement la France possède de facto des réserves stratégiques pétrolières énormes, qui lui permettraient en fait de ne pas laisser la pression du prix, de l'augmentation du prix, tomber tout de suite sur les masses populaires et les classes moyennes, mais en plus, l'État français, eh bien, peut bloquer, eh bien, les prix et prélever davantage auprès des plus riches afin d'éviter l'effondrement complet des classes populaires et des classes moyennes. Tout cela, Macron ne le fait pas. Cela veut dire que la crise pétrolière au Moyen-Orient, la crise pétrolière et énergétique que connaît la France en Afrique, la crise pétrolière que connaît la France en raison de sa politique complètement absurde devant l'offre gazière et pétrolière russe, c'est une crise qui profite aux oligarques français. C'est une crise qui profite aux oligarques du deep state américain. C'est une crise qui profite en réalité à la haute bourgeoisie financière et industrielle occidentale. Car dans le faux, les capitalistes prospèrent toujours que dans le droit. Je recommence une deuxième fois. Dans le faux, les capitalistes, les ultra-capitalistes prospèrent toujours davantage que quand on est dans le droit. Une troisième fois, dans le faux, les capitalistes et les ultra-capitalistes profitent toujours davantage que quand on est dans le droit. Donc les décisions irrationnelles, en apparence de Macron, ont une rationalité cachée, c'est de favoriser, eh bien, la grande mafia pétrolière internationale. Favoriser l'économie informelle du pétrole et du gaz, au détriment du peuple français. On retrouve ce mécanisme dans la gestion des prises d'otages. Lorsqu'un groupe terroriste en Afrique manque d'argent, on lui donne opportunément des otages de nationalité étrangère, française, européenne, etc. Et sous couvert de libérer ces otages, on va toucher aux fonds spéciaux français pour payer les organisations terroristes afin de libérer des otages qu'on leur a donnés. C'est ce même mécanisme que nous observons dans cette crise pétrolière, attisée volontairement, sciemment, astucieusement et méchamment par les néocolonialistes français et par les impérialistes occidentaux. Quand vous les voyez semer le désordre, sachez que cela leur profite quelque part. C'est ce que je voulais démontrer ici. Donc, certes, il y a une incompétence de Macron. Je pense qu'il est incompétent, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il est corrompu. Macron, sa politique énergétique est l'indice de quelqu'un qui veut servir les multinationales. Et pas la France. S'il voulait servir la France, Macron bloquerait les prix. S'il voulait servir la France, Macron éviterait d'aggraver la situation de la France sur le front diplomatique. Il ne se mêlerait pas aveuglément du conflit irano-israélo-américain. Il négocierait, pour la France d'ailleurs, avec les Iraniens, le passage des navires pétroliers français dans le détroit d'Ormuz, en refusant de donner les bases militaires françaises de l'océan Indien, par exemple, eh bien, aux forces agressives impérialistes américaines et israéliennes. Macron serait capable de mener une politique patriotique française s'il était un patriote français. Malheureusement, il ne l'est pas. C'est un agent des intérêts capitalistiques étrangers qui a été parachuté via la galaxie Rothschild à la tête de la France. Voilà la vérité. Nous pouvons passer au second sujet.